Les très célèbres Talleyrand et Fouché, ayant mangé à tous les râteliers, puisque passé du statut de révolutionnaire terroriste au statut de soutien de Napoléon, pour passer ensuite au statut de soutien de Louis XVIII, n'avaient pas hésité à dire vers la fin de leur vie que s'ils étaient encore vivants, c'est parce qu'ils avaient trahi toujours, tout le temps, tout le monde. Leur devise aurait pu être « pour ne pas périr », toujours trahir. Le parti Les Républicains ne cesse d'imiter ces deux personnalités, mais sa devise risque d'être « toujours trahir et en périr ». Sans remonter jusqu'à Louis le Gros, et pour s'en tenir au dernier demi-siècle. Le RPR, puis UMP, puis LR a trahi à temps et à contre-temps. Du regroupement familial concocté par un Chirac Premier ministre qui tue à l'évidence notre pays, jusqu'au vote macroniste proposé par feu la présidente des Républicains, Valérie Pécresse, en passant par l'annulation par Sarkozy du référendum par lequel le peuple français avait refusé la Constitution européenne, le RPR, puis UMP, puis LR n'a cessé de trahir son électorat et donc la France. Ce qui vient de se passer au Sénat est réellement ahurissant, au point que j'en ai eu une poussée de boussons purulents sur les cuisses, ce qui m'a obligé à aller acheter dardard de la pommade antipurulente. En effet, lorsque la NUPES a trouvé exceptionnellement intelligent de proposer, il y a quelques mois, une constitutionnalisation du droit à l'avortement, estimant que c'était à l'évidence le sujet le plus important de l'année. Tout observateur politique sérieux ne pouvait se dire qu'une seule chose, aucune chance que ça aboutisse, puisque le Sénat est à majorité LR et que les sénateurs LR se sont prononcés à la quasi-unanimité contre cette constitutionnalisation. C'était sans compter sans le sénateur LR Philippe Bas, adepte inconditionnel de Chirac, puis de Veil, puis de Barrot, puis de Fillon, puis de Pécresse, pour finalement appeler à voter Macron en 2022. Pas gentil le Philippe. Talleyrand et Fouché doivent être morts de jalousie devant cet art du grand écart. Et donc, le Philippe a retourné comme une crêpe bretonne un certain nombre de sénateurs LR et le Sénat a voté la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Et là, je dis, Philippe, tu es le traître comme on n'en fait plus. Tu es le modèle de la traîtrise. Tu mérites que l'on écrive un livre sur toi et sur ta méthode, le titre du livre pouvant être « Philippe Bas ou le modèle du traître ». Eh bien, pour une telle forfaiture, les élus LR devraient quitter ce parti de la trahison avec pertes et fracas pour fonder un nouveau parti solide et fiable. La probabilité qu'ils le fassent est proche de zéro. D'où cette devise admirable des LR, trouvée par votre chroniqueur préféré autoproclamé, « Trahir puis mourir ». Je vous souhaite une très bonne soirée. La superbe communauté de TV Liberté offre un très gros avantage, elle n'est dupe de rien. Chacun de ses membres sait parfaitement que la France est soumise à un système politico-médiatique dictatorial qui ne dit pas son nom, d'où l'importance du mot « liberté » dans le nom de notre chaîne admirable TV Liberté. D'année en année, la dictature établie est de plus en plus visible, car elle n'a plus peur de rien. Et c'est ainsi que le vice-président de Reconquête, le fort sympathique Nicolas Bay, vient de perdre son immunité parlementaire de député européen afin que notre sinistre ministre de la Justice, le débraillé et infréquentable Dupond-Moretti, puisse attaquer Nicolas pour des propos tenus au sujet de la construction d'une mosquée à côté d'Évreux. Commençons par le commencement, s'il vous plaît, monsieur, dame.
La région d'Évreux est connue pour la croissance continue de son implantation islamique, qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes en termes de sécurité. Dire cela n'est pas islamophobe, dire cela est simplement constater la réalité des faits. À côté d'Évreux est prévue la construction d'une mosquée de très grande taille, coiffée par un minaret de grande dimension et à laquelle sera accolée une école coranique, a priori. Et sauf erreur de ma part, dans ce lieu hautement musulman ne seront pas claironnés l'amour inconditionnel de la France ou les bases du catéchisme catholique ou ce que l'on appelle les valeurs de la République. Ce qui est parfaitement logique si l'on se place du côté de l'islam, fondé sur un Coran qui ne peut, par définition, promouvoir un amour inconditionnel pour notre cher vieux pays ou pour des valeurs de la République dont la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré en son temps qu'elles sont incompatibles avec l'islam. Sur cette base de raisonnement aussi simple que solide, Nicolas Bay s'est simplement élevé contre la construction d'une mosquée et de son école coranique, devant favoriser, estime-t-il, une islamisation accrue de la région d'Évreux. Cette islamisation qu'il estime incompatible avec les valeurs qu'il défend. À l'évidence, et sans la moindre contestation possible, le constat que fait Nicolas Bay n'a rien d'islamophobe, puisqu'il est exactement le même que celui que font les promoteurs de la mosquée et de l'école coranique, dont l'objectif est évidemment de renforcer l'islamisation de la région. La seule différence entre les deux parties est la suivante. Nicolas Bay s'oppose à cette islamisation, quand les promoteurs de la mosquée la favorisent à fond les manettes. C'est tout. C'est tout, mais c'était trop pour Dupond-Moretti, le ministre de la Justice qui a donc obtenu la levée de l'immunité parlementaire du député européen afin de l'attaquer en justice, montrant par là une nouvelle fois son côté profondément et stupidement liberticide. L'on a envie de dire à ce ministre, aussi débraillé que vulgaire et infréquentable, si tu avais mis autant d'ardeur à combattre les mauvais penchants de ton fils que tu en mets à combattre l'innocent Nicolas Bay, ton fils n'aurait peut-être pas courageusement et virilement passé à tabac son épouse. Je te souhaite une très bonne soirée. Il y a si longtemps, il y a une éternité, les instituts d'études politiques de Paris ou de province offraient un label d'excellence que peu de monde mettait en cause. Mai 68 est passé par là et les Sciences Po sont devenues petit à petit des écoles gauchistes se donnant pour objectif de lessiver le mieux possible les cerveaux des malheureux étudiants qui y étaient admis. Les Sciences Po sont devenues des réceptacles de la diffusion du marxisme, puis du gauchisme, puis de l'écoloboïsme, puis du libertarisme le plus intégral, avant de s'écrouler depuis quelques années dans un wokisme absolu. Tout cela sur fond de licences sexuelles à grande échelle, orchestré de main de maître par un directeur de Sciences Po Paris particulièrement emblématique, le très célèbre et le très LGBT Richard Descoings, trouvé très bizarrement mort dans une chambre d'hôtel à New York il y a quelques années. Grâce à Richard Descoings, nombre d'analystes parleront désormais de Sciences Po au lieu de Sciences Po. Je voudrais aujourd'hui donner un petit coup de projecteur sur Sciences Po Strasbourg, dont le dernier coup d'éclat traduit à quel point ce genre d'établissement est tombé dans les égouts. Un certain Thierry Pfimelin, cadre supérieur chez Total Energy, devait faire une conférence sur un sujet qu'il connaît particulièrement bien, le secteur de l'énergie.
Monsieur Pfimelin présentait le profil idéal pour ce genre de conférence. Spécialiste incontesté de l'énergie, salarié d'un très grand groupe énergétique et donateur de gros sous-sous à Sciences Po Strasbourg. Un vrai bonheur de conférence, une conférence de rêve, une merveille de conférence. Oh là 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 là! C'était sans compter sans les étudiants de l'institution. Comment accueillir à Sciences Po Strasbourg le salarié d'une entreprise abominable qui pollue la planète, qui réchauffe le climat, qui perturbe la couche d'ozone, qui empoisonne les fourmis du Népal, qui permet aux voitures de rouler, qui permet aux chaudières de fumer, qui permet aux usines de tourner, qui permet tout ce qu'il y a de pire pour la planète. Et fidèles à leur méthode, les gauchistes de Sciences Po Strasbourg se sont agités dans tous les sens, ont menacé, ont vociféré, ont hurlé, ont terrorisé les instances dirigeantes de l'Institut, qui s'est évidemment couché devant ce bruit et cette fureur écolo-gauchiste. Et la conférence, bien évidemment, a été annulé. Eh oui, il savait tout sur l'énergie. Que faut-il faire pour avoir une conférence sur l'énergie? Eh bien, il reste à Sciences Po Strasbourg la possibilité d'inviter la bougonneuse Greta Thunberg, qui pourra pérorer sur le sujet pendant 3 jours d'affilée, puisque, comme le dit Tante Gertrude, la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Mélanger la confiture Greta et la cochonaille Sciences Po, cela produira très sûrement un cocktail d'avenir pour la France. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il est courant, très courant, archi-courant, courantissime d'entendre que le monde de la résistance n'a aucun avenir devant lui, car il ne peut rien faire tant les forces qui lui sont contraires sont puissantes et indestructibles. Je pourrais prouver le contraire en évoquant la création et le développement de TV Liberté. Philippe Millot a créé cette télévision en partant de rien, et cette télévision compte actuellement 630 000 abonnés YouTube, ce qui est considérable. Et cela pour la défense de la liberté d'information tant menacée aujourd'hui. Preuve est faite que très peu de personnes peuvent changer le cours des choses. Dame oui, dame. Je voudrais illustrer aujourd'hui mon propos en parlant d'un historien isolé qui a bousculé d'un seul coup une histoire officielle qui a cours depuis 2 siècles. Cette histoire officielle qui s'est efforcée de cacher, par ses gros mensonges, un drame abominable, celui du génocide vendéen. Au cours des années 1980, un certain Reynald Secher, multidiplômé en sciences diverses et variées, se penche sur l'histoire de la Vendée. Au gré de ses recherches, il découvre peu à peu l'horreur qu'a connue ce pays vendéen pendant la période de la Terreur, la population étant tout d'abord allègrement massacrée, pour être ensuite totalement génocidée. Reynald Secher n'est pas le genre d'homme qui met ses convictions dans sa poche. Il fouille, farfouille, étudie, questionne, recoupe, analyse, comme scientifique, de l'histoire qu'il est. Lorsqu'il est certain, à 200% de l'effroyable découverte qu'il a faite, il commence à communiquer sur l'horreur vendéenne à travers des livres, des articles de presse, des émissions diverses et variées. La République outragée tente de se défendre en ostracisant l'historien, en diabolisant l'historien, en l'éjectant de l'université. Toutes les forces du système politico-médiatique se mettent en ordre de marche pour tenter d'expliquer que Reynald Secher dit et écrit à peu près n'importe quoi, peut-être même qu'il est fou allié. Le tir de barrage dure des années, mais la vérité, dont nous savons qu'elle rend libre,
émerge peu à peu et détruit à petit feu l'histoire idéologique républicaine selon laquelle la grande révolution libératrice n'avait fait que mettre de l'ordre dans un pays, la Vendée, simplement secoué par quelques partisans de l'ordre ancien détestés. Pour l'histoire républicaine, il ne s'agissait donc que d'une mise au pas, somme toute, bien naturelle. D'année en année, Raynald Secher sèmera les graines de la vérité sur le génocide vendéen. Celui-ci sera même débattu à l'Assemblée nationale en 2007 et en 2012, et l'action de l'historien contribuera grandement à favoriser le passage en Vendée d'un combattant géant de la liberté, à savoir Alexandre Solzhenitsyn, qui dira tout sur cette séquence historique épouvantable. Il était donc logique que Raynald Secher s'exprime au début du film « Vaincre ou mourir », film d'exception que l'on doit à la famille Villiers, dont le rôle est majeur dans toute cette affaire, film qui évoque, au travers du Grand Charrette, le génocide vendéen. Oui, un homme d'une remarquable intelligence, mais tout à fait isolé au départ, a réussi l'exploit d'abattre un pan entier de l'histoire officielle, de l'histoire mensongère dictée par les idéologues républicains, pour révéler au monde entier ce que fut le génocide vendéen. Pour cela, Raynald Secher mérite le titre d'homme d'exception qui nous démontre que rien n'est jamais définitivement perdu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le système politico-médiatique, au-dessus duquel trône Macron-Nord, Corée du Nord, est en ébullition depuis qu'un intrus, un facho, un infréquentable, un quasi-monstre lui taille des croupières, peut s'avérer parfaitement politiquement incorrect, lui grignote des parts de marché, en clair, lui pose de gros soucis. Cet intrus, ce facho, cet infréquentable est évidemment le flamboyant Vincent Bolloré qui, par ses télévisions, par ses radios, par ses journaux, est désormais un homme qui compte et qui donne des cheveux blancs au monde médiatique soumis. L'on raconte même que la patronne de France Télévisions en a perdu tous ses cheveux en une nuit et porte désormais une perruque. Moi, je vous livre l'information, mais j'avoue ne pas avoir été le vérifier sur place. Non merci, pas moi, pas ça. Ainsi donc, Vincent Bolloré est devenu la bête noire... je deviens raciste, je reprends. Vincent Bolloré est devenu la bête blanche du système politico-médiatique. Or, dans la galaxie Bolloré, la chaîne de télévision C8 provoque des crises d'urticaire de grande ampleur chez tous les dirigeants du système, à cause notamment de l'émission à grand succès de Cyril Hanouna, « Touche pas à mon poste ». Cette émission quotidienne, regardée tous les soirs par des millions de téléspectateurs, est considérée comme insupportable par le système, car Cyril Hanouna invite qui il veut, quand il veut et comme il veut, et ose donc inviter ce que le système appelle de façon débilitante la fachosphère. Ça, Cyril, mon grand, en osant faire ça, tu dérailles grave, comme on dit au journal Libération. Il fallait donc que le système réagisse et il a profité d'une altercation entre Cyril Hanouna et un député LFI pour créer de toutes pièces un scandale à la dimension interplanétaire, la totalité du monde politico-médiatique sonnant l'halali. Il fallait tuer Hanouna certainement, la chaîne C8 très probablement, et Vincent Bolloré si possible. L'ARCOM, la soi-disant agence de régulation de la communication, dont le rôle consiste à épingler systématiquement tout ce qui a une petite odeur de conservatisme, de souverainisme, d'anti-déconstructivisme, et à protéger systématiquement tout ce qui a une petite odeur de mondialisme, de wokisme, de déconstructivisme. L'ARCOM vient donc de condamner la chaîne C8
à une amende de 3,5 millions d'euros. Je répète, 3,5 millions d'euros pour cette escarmouche entre Hanouna et un député. J'avoue ne pas du tout comprendre les gens de l'Arcom. Il fallait condamner ces 8 à payer la somme de 3 000 milliards d'euros, ce qui aurait permis de résorber d'un seul coup la dette publique de la France. Décidément, je ne comprends pas que la puissance publique ne consulte pas plus souvent votre flamboyant chroniqueur. Je vous souhaite une très bonne soirée.